Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, Florian pour m'avoir invité, merci beaucoup. Je vais parler d'un sujet totalement différent, donc vous avez une super présentation pour commencer. Ce sera un sujet donc moins technique, j'espère que c'est tout aussi intéressant. Et je vais parler de cryptographie. Okay, personne ne fuit, c'est pas de la blockchain, je vous rassure. Et ce sera pas la crypto chiante, j'espère. Voilà. Donc le slide. Moi, je fais de la cryptographie depuis un certain moment. Donc avant que ce soit cool, avant qu'on vous prenne pour un investisseur Bitcoin dès que vous parlez de cryptographie. Puis j'ai fait quelques bouquins, et puis maintenant je fais de la sécurité dans une boîte qui s'appelle Torus. Voilà. Bon. On va passer là-dessus. Donc les fondamentaux qui sont assez simples pour des physiciens quantiques, c'est l'équation de Schrödinger qui décrit l'évolution d'un système quantique en fonction du temps. Donc vous avez l'opérateur H qui est l'hamiltonien. Donc c'est une simple équation dérivée partielle, donc je vais passer ça. Et donc la physique quantique, ça n'a pas été fait pour faire des ordinateurs. Et les ordinateurs quantiques, ça n'a pas été fait pour faire de la sécurité ou casser de la crypto. Contrairement à ce qu'on peut peut-être parfois penser. C'était fait pour un noble qui sait comment fonctionne le monde, la nature, et donc les toutes petites choses, les petites particules au niveau sous-atomique. Et le but, c'était vraiment de simuler les lois de la physique, les lois de la mécanique quantique. Donc Richard Feynman, donc, qui était un des plus grands physiciens du siècle passé, a écrit cet article en 1982, et il essaie de comprendre si on pouvait simuler, si on pouvait décrire de façon efficace l'évolution d'un système quantique juste avec un ordinateur classique. Donc ordinateur classique, c'est le modèle classique de Turing, machine de Turing, un circuit électronique, etc. Et il est arrivé à la conclusion que c'était pas possible. Voilà. Donc je vais expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'il a pensé à ce modèle différent, donc un ordinateur quantique. C'est une chose que vous devrez retenir, c'est que c'est pas un truc qui est vachement plus rapide en termes de fréquence, c'est pas un truc qui fait des choses plus vite qu'un ordinateur classique, c'est un ordinateur qui fonctionne fondamentalement différemment, selon d'autres principes. On va y venir. Voilà. Donc, c'est les premières choses qu'il a dit, c'est pas une machine de Turing qui va plus vite, c'est une autre chose un autre type de machine. Voilà. Donc, comment ça marche? C'est de simplifier vraiment à mort. Donc, un ordinateur classique, on peut le voir comme fonctionnant sur des objets. En général, c'est des choses qui ont une valeur 0 ou 1, enfin qu'on appelle 0 ou 1, donc des bits. Et en mémoire, le bit est à 0 ou il est à 1. Et puis, il peut changer. Dans l'ordinateur quantique, on a un concept différent, qui est le concept de ce qu'on appelle superposition, où un bit, qu'on appelle un quantum bit, peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Donc, entre speech marks, entre crochets. Et cet état de superposition, il est caractérisé par des sortes de probabilités, mais des probabilités bizarres. Donc, à l'école, au lycée, on a appris qu'une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1, donc un rationnel entre 0 et 1. Qui n'est pas négatif. Donc là, on a des valeurs qu'on appelle les amplitudes, qui sont des sortes de probabilités, mais qui peuvent être négatives, et qui peuvent être aussi complexes. Donc complexe, c'est la forme A plus BI, oui, c'est l'unité imaginaire. Voilà. Et donc cet objet, donc, on peut le voir comme ça, c'est un qubit qui est caractérisé par alpha et bêta, ces amplitudes, et pour avoir la vraie probabilité, telle qu'on la connaît intuitivement, il faut prendre le module au carré, et on retombe sur une probabilité entre 0 et 1. Voilà. Mais ce qubit, tant qu'on ne l'a pas observé, donc observer, ça veut dire extraire une information, vraiment au sens physique, tant qu'on ne l'a pas observé, on ne sait pas si c'est 0 ou si c'est 1. Mais là où ça devient vraiment bizarre, c'est pas que la boîte est fermée et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est qu'il n'y a pas de valeur assignée au bit. C'est pas qu'il est 0 et qu'on ne le connaît pas et qu'on veut juste le voir, c'est un état de superposition où il va juste décider d'être 0 ou 1 quand on va le regarder. Voilà. Donc c'est très bizarre, ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça que Feynman a dit, si vous pensez que vous comprenez la physique quantique, vous ne comprenez sûrement pas. Voilà. Et donc, un ordinateur quantique, ça va juste faire évoluer ce système qui est caractérisé par ces sortes de probabilités bizarres. Donc, vous pouvez voir ça comme un vecteur d'une liste de probabilités. Donc, un bit, il y a deux probabilités. Il y a celle de 0 et celle d'être 1. Un quantum byte, un octet quantique, il y a 256 valeurs différentes, etc. Donc, là, vous voyez un petit peu l'intuition que le nombre de valeurs possibles, ça grandit de façon exponentielle en fonction du nombre de bits. Donc si on a 8 bits, c'est 2 puissance 8, si on a 10 bits, c'est 2 puissance 10, si on a 50 bits, c'est 2 puissance 50, et là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simuler un ordinateur
quantique avec un ordinateur classique. Voilà. Donc, vous avez là une liste de traits. On va dire que chaque trait, c'est un bit quantique qui peut avoir sa valeur. Et on va juste faire évoluer cet état avec des transformations. Ces transformations, les appelle gates. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous voulez vraiment avoir les par des vecteurs à l'école, enfin, c'est que les probabilités, c'est plus des probabilités. Parce qu'on a 2 puissance valeurs d'amplitude pour n, c'est 1 million, mais si on en a 30, 40, ça devient, et on a rapidement plus de valeur que le nombre de la planète. Donc ça devient embêtant. Voilà. Donc je passe sur la côté scientifique. Maintenant, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle quantum speed-up. Accélération quantique, on dit. C'est le fait que ces machins quantiques font des calculs beaucoup plus vite, fondamentalement, qu'une machine classique. Donc encore une fois, pas plus vite en termes de faire la même chose, mais on peut faire vachement moins d'opérations. De la complexité, c'est un ordre de grandeur exponentielle. On dit que c'est exponentiellement rapide. Donc en théorie de la complexité crypto, si ça prend un temps linéaire, donc proportionnel au nombre à la taille de votre problème, c'est facile. Si c'est un nombre polynomial, donc le truc au carré ou au cube, c'est encore faisable en général. Mais si ça devient exponentiel, là, c'est pratiquement infaisable. Même si ça se finirait, ça prendrait des millions d'années, mais on ne sera plus là et le problème n'aura plus d'intérêt de toute façon. Donc, ce truc de quantum speed-up, ça nous permet vraiment de passer à des problèmes qui sont pratiquement impossibles, à des problèmes qu'on pourrait régler, qu'on pourrait résoudre pratiquement. Et là, ça te dit, waouh, ça peut vraiment avoir un impact dans le monde réel. Voilà. Donc, il y a une page du NIST, qui est le Quantum Zoo, où il y a une liste de tous ces problèmes, c'est super intéressant. Et je vais revenir un petit peu plus en détail sur quels sont ces problèmes et quels ne sont pas ces problèmes. Voilà. Ok, je n'ai pas perdu. Deuxième notion de quantum parallelism. Alors là, c'est le truc que tout le monde a info hier, la semaine passée, j'ai regardé une vidéo d'une physicienne très respectée, très respectable, qui parlait de ça, et disait des bêtises hallucinantes sur le concept de quantum parallelism. Donc là, je dis, oui, ça peut être plusieurs valeurs en même temps. Donc intuitivement, on dit, c'est cool, le quantum computer, il peut calculer sur toutes les valeurs en même temps. Donc il peut chercher toutes les clés en même temps, tous les passewords en même temps, et à la fin il prend le meilleur. Ça va bien. En fait, non, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a un concept de quantum parallelism en termes de physique, mais on ne peut pas à la fin avoir une sorte de sélecteur qui va prendre la meilleure valeur, ou qui va choisir celle qui a une caractéristique particulière. Donc on travaille sur ces objets en superposition, mais à la fin, on va observer quelque chose, mais on ne peut pas observer le meilleur. On ne peut pas observer celui qu'on veut. Donc, ce n'est pas si simple de tout calculer en parallèle parce qu'on ne peut pas voir tous les résultats à la fin. Et juste pour effleurer la surface, les concepts qu'on utilise, c'est le concept d'interférence et de entanglement, intrication en français, où il y a plusieurs quantum bits qui vont s'influencer, leurs fonctions d'onde vont se mélanger, et ça va faire des phénomènes super bizarres qui vont nous permettre d'observer des choses qu'on n'aurait jamais pu observer si on avait juste des machines classiques. Mais là, ça devient un petit peu trop abstrait, donc je vais passer à du concret. Les problèmes NP complet, NP hard, est-ce que ça vous dit quelque chose vaguement? Voilà, NP hard. Voilà, tous les problèmes de résolution de contraintes, donc de contraintes de satisfaction de contraintes comme SAT. Il y a plein de problèmes du quotidien qui ont été prouvés. NP hard, optimiser les jeux vidéo, certains jeux, Candy Crush, des trucs comme ça, speedrun, votre jeu préféré, tout ça c'est NP hard. Et c'est des problèmes qui ne pourraient pas être pétés par des ordinateurs quantiques. Ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle, ça dépend de quel côté vous placez. C'est des problèmes pour lesquels on peut vérifier facilement qu'une solution est correcte, mais pour lesquels on ne va pas pouvoir trouver la solution facilement. Donc le problème typique, c'est le traveling salesman, le voyageur de commerce. Donc vous avez un certain nombre de villes à visiter, et il faut trouver le chemin optimal, donc qui minimise la distance parcourue. Et ça, intuitivement, on se dit, ouais, il y a une quantité exponentielle de possibilités, et intuitivement, aucune est meilleure que l'autre. Donc il faut un petit peu toutes les essayer. Il y a des heuristiques, il y a des méta-heuristiques, mais il n'y a pas une solution magique pour avoir la meilleure solution optimale qui marche. Voilà. Et là, le quantum computer, ça va quasiment pas nous aider. Voilà. Et la raison fondamentalement, c'est que la classe NP, des problèmes NP complete, elle n'est pas incluse dans la classe qu'on appelle BQP. Et BQP, c'est la classe des problèmes que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre efficacement. Donc, B, c'est bounded error, et le Q pour quantum, et P for polynomial time. Donc, quand vous entendez polynomial, c'est synonyme de facile, pratique, qui peut se terminer. Et
non-deterministic polynomial. Donc ça ne veut pas dire non-polynomial, c'est-à-dire non-deterministic polynomial, c'est-à-dire qu'on peut vérifier la solution mais pas la trouver. Voilà. Ok, assez de maths. Et enfin, un dernier truc qui est souvent mal compris parce que c'est mal expliqué, et je ne prétends pas beaucoup mieux l'expliquer, mais c'est le concept de quantum supremacy, où là, ça ne veut pas dire qu'il y aurait des trucs quantum partout, des ordinateurs quantiques en tous les coins de rue. C'est juste le stade d'évolution technologique où on a réussi à faire un truc qui peut raisonnablement être appelé un ordinateur quantique et qui va faire quelque chose, qui va résoudre un problème qu'une machine classique ne pourrait pas faire. Donc ce problème n'a pas forcément besoin d'être utile, intéressant, pertinent, il faut juste que ça fasse quelque chose. Et il y a des gens qui prétendent avoir atteint ce stade de quantum supremacy et d'avoir fait un problème, résolu un problème très, très spécifique aux ordinateurs quantiques, qui consiste à faire l'échantillonnage de circuits quantiques, donc un truc qui par définition ne pourrait pas être fait classiquement, mais donc sur le papier, on a atteint ce quantum supremacy, même si ça n'a rien changé à la vie de tous les jours, c'est juste du marketing en bonne partie. Voilà, si tout ça vous intéresse, et si vous voulez quelqu'un qui est beaucoup plus éloquent et beaucoup plus érudit que moi sur le sujet, je vous conseille le bouquin de Scott Aronson, qui est vraiment excellent, qui est très facile à lire, très abordable, qui est très très peu technique et qui est aussi très drôle. Voilà. Donc, pourquoi vraiment je suis là aujourd'hui? C'est pas pour vous parler de physique ou d'informatique théorique, c'est pour vous parler de crypto. Parce que la crypto, c'est un petit peu les dinosaures et l'ordinateur quantique, cette boule de feu qui est au-dessus, au cas où les ordinateurs quantiques existeraient. Ce qui n'est pas totalement le cas. Est-ce que l'animation marche? Oui, l'animation marche. Donc, la plupart, vous savez peut-être ce que c'était, là, SSH, IPsec, WireGuard, vous avez des téléphones, peut-être Signal, WhatsApp, etc. Tous ces protocoles de communication, ils sont basés sur une de ces deux équations. Donc, même ma fille de 12 ans peut comprendre. Donc, la première, on a un nombre n égale p multiplié par q. P et q, c'est deux nombres premiers. Et il faut trouver p et q à partir de n. Donc, multiplier, c'est facile, factoriser, c'est difficile. Et encore une fois, difficile, ça veut dire un coût exponentiel par rapport à la taille du nombre. La deuxième équation, c'est encore plus bizarre. Donc on a y est égal à x puissance d modulo p. Je donne juste quelques secondes pour digérer ça. Donc on connaît y, on connaît x, on connaît p, on connaît presque tout. Mais on ne connaît pas d. Et on le cherche. Et ben ça, pareil, c'est un problème qui est super dur. Et on ne sait pas comment le résoudre efficacement. Et c'est pour ça que tous les protocoles de handshake, de TLS, de SSH, ils font ce qu'on appelle le protocole Diffie-Hellman. Ils font une exponentiation comme ça, et vous obtenez un secret partagé. Et si cette équation était facile, tout le monde pourrait péter vos SSH, TLS, WireGuard et compagnie. Donc c'est pratiquement impossible, mais avec un ordinateur quantique, ce serait facile, au sens où on passerait de exponentiel à polynomial, et cubique plus spécifiquement. Donc voilà, c'est ça que j'ai fini ce matin. Je suis désolé, il y a beaucoup de textes, parce que j'essaie de mettre toute l'information pertinente. Donc c'est facile de dire, ouais, ça peut être la crypto, mais quelle crypto? Donc là, déjà, on parle de crypto à clé publique. Donc RSA, Diffie-Hellman, courbe elliptique, pas du chiffrement symétrique comme AES ou comme des fonctions de hachage. Ça, j'en parle après. Mais j'ai juste distingué, donc par exemple, si vous devez décider dans votre boîte, est-ce que ça a un sens de transitionner à du post-quantum, du hybride? Est-ce que je dois même m'y intéresser ou pas? Et si je suis obligé de transitionner, où est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Donc les signatures, c'est le moins grave. Parce que les signatures, vous signez un truc aujourd'hui, la signature, c'est à propos de l'authenticité, de l'intégrité, pas de la confidentialité. Donc vous pouvez signer aujourd'hui, et si dans 20-30 ans, il y a un ordinateur quantique qui arrive, vous faites quoi? Vous faites une autre signature et vous révoquez l'ancienne. Voilà. On peut sauver les meubles. Le Key Agreement, la négociation de clés, donc le handshake, tel qu'il y a par exemple dans le protocole Signal, qui est utilisé par WhatsApp et beaucoup d'autres end-to-end messaging. Donc là, ce serait quand même aussi un problème. Mais juste pour résumer, parce que je n'ai pas le temps de détailler, quelqu'un qui devrait déchiffrer vos messages, qui voudrait déchiffrer vos messages, il faudrait qu'il ait capturé tous les messages depuis le début de la session, depuis le tout premier handshake, donc tous les messages suivants jusqu'au message à déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toutes les informations qui sont échangées pour déterminer votre état interne, duquel dépendent les clés qui vont être utilisées pour chiffrer les messages. Voilà. Donc il faut quand même capturer beaucoup de données pour déchiffrer un message. Donc voilà, on peut toujours avoir des conspiracy theories et penser que la NSA capture toutes nos sessions. Voilà, aucune opinion là-dessus.
Là où ce serait un petit peu plus embêtant, ce serait par exemple TLS. Donc TLS, SSH, WireGuard, IPsec, donc toujours les jeux suspects. Là, c'est un petit peu différent au sens où vous avez le handshake, vous déterminez des clés de session et après, vous ne les changez pas vraiment, vous les utilisez tout le long de la session. Si vous prenez le cas de TLS, pour chiffrer un message intenté, vous dépendez juste du secret partagé de la clé de session et d'un compteur, donc ce qu'on appelle le nonce. Il faut juste savoir à peu près où vous en êtes en termes de compteur pour pouvoir déchiffrer le message. Mais en gros, vous n'avez pas besoin de capturer toutes les données entre le handshake et le message à déchiffrer. Voilà. Mais in fine, c'est quand même pété par... c'est quand même facile à attaquer. Et le plus embêtant, donc, c'est si vous faites directement du chiffrement à clé publique de données, bon, par exemple avec du RSA, vous chiffrez un truc aujourd'hui avec RSA, c'est quelque part sur Internet, chez l'autre personne, ils gardent une copie au chaud, et 30 ans plus tard, ils peuvent le déchiffrer s'ils ont un ordinateur quantique. Et là, vous ne pouvez rien y faire, sauf aller les éliminer. Mais il n'y a aucun ressort, aucun recours. Donc, par exemple, les emails PGP, c'est là où il y aurait peut-être le plus d'importance de transitionner. Voilà. Et je ne sais pas si PGP a intégré un truc post-quantum. SSH était un des premiers intégrés des signatures XMSS. C'est le truc le moins utile, mais bon, why not. Enfin, je ne veux surtout pas vous faire peur, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait du FUD, comme on dit. Pour donner un exemple, donc aujourd'hui, le nombre de quantum bits, de qubits qu'on a dans les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, c'est de l'ordre de la centaine. Voilà. Ça dépend en compte. Ce qu'on espère avoir, un peu optimistiquement, dans les 5-10 ans, c'est un ordre de grandeur du millier. Mais il faudrait, pour vraiment péter de la crypto, c'est ça. Ma clé fait 56 bits de courbe elliptique ou 2048 bits RSA. En fait, la raison, c'est que ces ordinateurs quantiques, ça marche avec des particules subatomiques, des électrons, des photons, des trucs qui sont super sujets à l'environnement. Donc l'environnement, je parle de la température, la pression, les vibrations. Et donc il y a des erreurs dans le système. Et donc il faut les corriger. Et pour les corriger, il faut d'autres qubits. Et ces qubits vont aussi avoir des erreurs. Donc il faut aussi qu'ils s'autocorrigent. Donc la magie, c'est qu'on a ce qu'on appelle les Quantum Error Correcting Codes. C'est des codes correcteurs d'erreurs qui peuvent s'autocorriger dans la mesure où le taux d'erreur n'est pas trop haut. Par contre, ça rajoute beaucoup de qubits. Donc, si vous regardez les annonces, les press releases des boîtes qui vont dire « Ah, on a, je sais pas, tel nombre de qubits », là, il faut toujours réfléchir et dire « Ouais, mais parmi ces qubits, combien sont juste des qubits physiques qui font aussi de la correction d'erreurs et combien sont les qubits logiques qu'on va pouvoir utiliser pour faire des calculs ?» Voilà. Donc, si vous voyez, l'échelle assez logarithmique, et si je mets linéaire, évidemment, c'est beaucoup moins flippant, quoi. Ça, c'est le truc marketing d'IBM. Et même si le marketing, vous voyez, ils sont relativement pessimistes. Ils disent 2023 à 1121. C'est quoi l'année dernière, ce slide? Là, on est loin de ça. Et and beyond, path to 1 million qubits and beyond, the future. Voilà, hope for the best. Donc aujourd'hui, on peut juste essayer d'estimer sur la base de notre information, de notre compréhension des technos quantiques, combien de qubits exactement il faudrait, mais c'est toujours des ordres de grandeur de millions. Après, il y en a qui c'est un petit peu de tricher. Donc, une fois, j'ouvre Twitter et puis je vois cet article et ils disent « Ouais, en 177 jours, donc 177, pardon, super précis. Et 13 436 qubits. » Voilà, what's the catch, quoi. Et en fait, le caveat, c'est qu'il y avait 430 millions de memory qubits. Évidemment, ils n'ont pas mis dans le titre. C'était beaucoup moins impressionnant. Donc voilà, il y a des personnes qui comprennent ça très très bien, qui ont fait des analyses assez rigoureuses et sérieuses, où ça ressemble à ça, pour essayer de voir où est-ce qu'on en est, dans quel cas RSA et la crypto se répétaient, mais aussi à partir de quel moment on pourrait avoir des ordinateurs quantiques qui seraient utiles. Parce que c'est pas juste pour péter de la crypto, c'est pour simuler de la physique, pour mieux comprendre certains problèmes de chimie. Donc voilà, juste pour dire quantum computing, c'est pas juste pour péter de la crypto. Un dernier truc, je n'ai pas parlé de crypto classique, de crypto symétrique comme AES. Donc là, vous avez une clé peut-être de 128 bits ou 256 bits. Et donc, c'est une clé de 128 bits. En théorie, il faut 2 puissance 128 opérations pour la retrouver. Donc là, en théorie, vraiment en théorie, avec des majuscules, on aurait un speed-up quadratique. Donc la racine carrée, il nous faudrait la racine carrée du nombre d'opérations. On passerait de 2 puissance 128 à 2 puissance 64. On dit, waouh, 64, ça commence à être faisable. Donc là encore, il faut vraiment read the fine print parce qu'il y a des grosses conditions, ce serait vraiment pas si simple, pour plusieurs raisons, parce que ça pourrait pas être paralysé, parce que c'est pas vraiment 2 puissance 64, c'est beaucoup plus, il y a des facteurs constants qu'on voit pas. Enfin voilà, pour pas vraiment s'inquiéter.
Parce que accessoirement, il faudrait avoir un circuit quantique. Si vous voulez péter AES, il faut un AES quantique. Et là, AES, il n'est pas fait pour tourner sur une machine quantique. Donc il faudrait un circuit avec une profondeur d'environ 2 puissance 80. Donc j'ai fait le calcul avec, si on prend 2 puissance 80 atomes d'hydrogène, qui sont les plus petits 12 picomètres, ça c'est le diamètre du système solaire. Donc c'est quand même assez balèze comme ordinateur. Voilà, donc il y aura des améliorations, mais ça reste quand même pas trivial. Et même ce dont je parlais avant avec RSA pour péter de la crypto publique, ce ne sera pas comme ça en 30 secondes, une minute, on parle peut-être de semaines ou de mois. Voilà, c'est pas... Voilà. Enfin bref, pour AES, il n'y a pas à s'inquiéter. Si on veut une sécurité sur 28 bits, on prend les clés 256, et là, worst case de worst case, on est divisé par 228. Voilà, donc deuxième partie de cette présentation, le post-quantum encryption. C'est comme ça, ça ressemble à ça. Des fois, ça s'appelle quantum safe, quantum resilient, ça dépend de l'agence marketing qui utilise. Donc là, on parle de crypto à clé publique qui ne serait pas pété par des algos quantiques. Donc évidemment, il ne faut pas que ça repose sur la factorisation, il ne faut pas que ça repose sur le logarithme discret, et il faut qu'il y ait une bonne raison. C'est pas juste, vous écrivez un truc sur un bout de papier, vous dites « ça a l'air post-quantum, là, j'ai aucune idée de comment le régler ». Non, il faut qu'on ait des bons arguments. Et l'argument typique, c'est une association, une réduction à des problèmes NP hard ou NP complet. Voilà. Bon là, je n'ai pas été très pessimiste ou optimiste sur la possibilité d'une machine quantique. Moi, franchement, je ne pense pas que j'en verrai un PTRSA de ma vie. Après, il y en a qui sont plus optimistes, mais en général, c'est parce qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Voilà. En général, c'est juste la gestion de risque. Donc, c'est un risque, basse probabilité et high impact. Voilà. Je ne pense pas du tout qu'il y a la NSA dans le sous-sol, ils ont une machine quantique et qui nous mentent, enfin en tout cas pas là-dessus. C'est juste de la gestion de risque pour eux. Donc si vous avez déjà travaillé dans le secteur public, je pense en France c'est pareil. C'est vrai que c'est très compliqué de changer les choses, ça prend beaucoup de temps aussi. Et si les US ils veulent changer tous les systèmes fédéraux à un nouveau type de crypto, il faudra peut-être 20 ans au moins. Donc c'est juste du risk management. Il y avait un super article de la NSA en août 2021 qui est sorti, donc public, où ils expliquaient ça vraiment, enfin no bullshit, très clair. L'ANSSI a fait de même en mars-avril 2022, donc forme de question-réponse, mais vraiment très neutre, très rigoureux. Voilà. Et pourquoi tout le monde s'intéresse à ça? C'est qu'on est en train de développer des standards, donc des normes cryptographiques. Et en général, les standards qui sont le plus utilisé, c'est ceux de l'agence américaine, le NIST, donc qui développe les standards pour les agences fédérales américaines, mais qui deviennent de facto des standards mondiaux parce que c'est dans tous les produits et puis voilà, on les utilise. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est cool pour nos autres cryptographes, c'est que c'est ce que j'appelle un petit peu des destruction derby. Le NIST fait un projet où en gros il fait un appel d'offres, il demande à tous les cryptographes du monde, dont beaucoup sont en France notamment, de soumettre des algorithmes, donc avec du code de référence, etc. Et après, chacun essaie de péter les algorithmes des autres. Et puis le NIST, sur le popcorn, ils regardent. Et à la fin, ils prennent ce qu'ils pensent être le mieux, le plus adapté. Donc le mieux en termes de sécurité, simplicité, déploiement, implémentation et performance. Voilà. Et ça a commencé en 2016. Et c'est sur le point de se terminer. C'est quasi terminé, mais pas totalement. Il y a une première phase de sélection où ils ont choisi donc 4 algorithmes. Donc en fin 2022, je crois. Un pour le chiffrement. Enfin, ce qu'on appelle KEM, c'est Key Encapsulation Mechanism. C'est, si vous voulez, un petit peu ce qui va nous servir d'équivalent de Diffie-Hellman pour faire du post-quantique. Key Encapsulation, ça veut juste dire chiffrer une clé. Donc chiffrer une clé symétrique. On va prendre une clé symétrique de 128 bits, on va la chiffrer avec une clé publique, et après, on la déchiffre et on l'utilise. Voilà, c'est rien de transcendant. Comme vous le voyez, il y a un seul algo de chiffrement, KEM, qui s'appelle Kyber, qui est basé sur des lattices dont on va reparler, et 3 de signatures, un qui s'appelle Deletium, un qui s'appelle Falcon et un qui s'appelle Sphinx. Et Sphinx, c'est le seul qui est basé sur des fonctions de hachage. On va y revenir aussi. Et il y a un autre tour, un autre round en cours, qui est le 4e, round 4, où il y a encore 3 candidats en lice, donc, qui sont basés sur la théorie des codes. Et on attend ces résultats fin 2023, mais bon, ils ne sont pas pressés en général. Voilà. Donc, pour vous donner un aperçu des 5 familles principales de crypto post-quantique, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est rien vraiment très nouveau. La première, basée sur la théorie des codes, c'est sur des problèmes de décodage si on n'a pas assez d'informations. Donc, un code, vous pouvez passer un code correcteur d'erreur, et s'il y a trop d'erreurs, on ne sait pas décoder. Donc, c'est difficile. Donc, on peut l'utiliser pour faire la crypto.
Les équations multivariées polynomiales, c'est un nom un peu flippant, mais c'est juste des équations. Au lieu d'avoir juste des additions, il y a des additions et des multiplications entre les inconnus. Si avec des additions entre les inconnus, c'est trivial à résoudre, avec l'algorithme élimination gaussienne. Mais s'il y a des multiplications entre les inconnus, ça devient tout d'un coup NP-hard. C'est magique. Les fonctions de hachage, qui est peut-être l'algorithme le plus simple et le plus facile à designer et dans lequel on a le plus de confiance, on peut aussi l'utiliser pour faire des signatures. Donc, une fonction de hachage, un truc tout bête qui transforme n'importe quel fichier ou quoi que ce soit en un hash de taille fixe, on peut prendre ça pour faire des signatures avec les publics. Par contre, ça ne marche pas pour le chiffrement avec les publics. Et les isogénies sur les elliptic curves. Donc là, c'est un peu un gros drama dans la communauté parce qu'il y avait beaucoup d'espoir là-dedans, jusqu'à ce que tout soit détruit de façon assez brutale l'année passée. Mais tout espoir n'est pas perdu. Et enfin, se baser sur les lattice problèmes, je crois que les treillis mathématiques en bon français. Et je vais essayer de vous expliquer l'intuition simplement, parce que vous regardez les papiers, c'est vraiment comment dire, assez intimidant, parce qu'il y a beaucoup de niveaux d'obfuscation mathématique. Mais en gros, on peut le voir de la façon suivante. Donc, vous avez des nombres. Donc, voilà, c'est des nombres modulo cube, c'est entre 0 et puis un nombre donné, des entiers. Et le jeu, c'est le suivant. Donc, il y a un attaquant, il y a les méchants et les gentils. Donc, les gentils, ce qu'ils vont faire, ils vont sélectionner des paires de vecteurs A et B, là. Donc, A en bleu et puis B en noir. A, ce sera des nombres choisis au hasard, vraiment, uniformément au hasard. Entre 0 et puis la borne qu'on s'est fixée. Et puis B sera donc le produit entre S et A, donc élément par élément. Donc, le premier de S multiplié par le premier de A, le deuxième de S multiplié par le deuxième de A, etc. Ah, je n'ai pas dit que S, c'était... Ouais, si S, c'est les vecteurs secrets. S, les nombres secrets. Mais on ne va pas donner directement le résultat des multiplications, on va rajouter une erreur. Une erreur qui n'est pas un nombre uniforme, mais une erreur qui a une distribution connue, normale. Donc on aura presque le résultat, pas exactement le bon résultat. Voilà. Et donc le but de l'attaquant, c'est de trouver S à partir de A, et A multiplié par S avec une erreur. Donc intuitivement, s'il n'y a pas l'erreur, s'il n'y a pas le truc en rouge, c'est super facile, parce que c'est un système linéaire d'équations, parce que A, c'est les coefficients connus, et S, c'est secret. Donc c'est le cas d'une équation avec juste des additions entre les inconnus. Mais si on rajoute l'erreur E, là, magiquement, ça devient NP-hard. On transforme un problème super simple en un problème super compliqué, juste en introduisant du bruit. Voilà. Et tous les trucs post-quantiques qui sont en train d'être standardisés sur les lattices, in fine, ça repose sur ce type de problème. Voilà. Maintenant, je donne l'intuition dans des trucs hash-based. Alors là, c'est totalement absurde, et vous allez comprendre pourquoi il y a cette image. Ça date de 1979, les signatures de Lamport, et donc là, la clé, c'est tellement simple que c'est dur à comprendre. Il m'a fallu un moment à comprendre. Donc votre clé secrète, ça va être deux valeurs, K0 et K1, des valeurs aléatoires. Voilà. Jusque-là, ça va, donc. K0, K1, aléatoire secret. Et la clé publique, sera le hash de K0 et le hash de K1. Donc H, une fonction one-way. Si on a K, on peut calculer son H, mais si on a son H, on ne peut pas retrouver K. Ok, donc à partir de la clé publique, on ne peut pas récupérer la clé privée. Voilà. Et pour signer, vous n'allez rien faire. Pour signer le bit 0, vous allez révéler K0. Et pour signer le bit K1, le bit 1, vous allez révéler K1. Dit, ok, comment c'est une signature ça? C'est une signature dans la mesure où on pourra vérifier que c'est bien vous, le détenteur de la clé privée, qui a révélé ça. Vous allez faire le hash de K0 et vous allez vérifier que ça correspond bien à la clé publique qu'on vous a donnée. Donc en gros, vérifier que la clé secrète qui est révélée et correspond à la clé publique qu'on vous a donnée à l'avance. Voilà. Donc c'est totalement inutile et très coûteux, comme ce maillot de bain d'une certaine marque, parce que faut... Genre là, vous avez plusieurs bits d'un message. Et donc là, il faudrait un hash par bit. Et surtout, la clé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc c'est absurde. Donc, qu'est-ce qu'on fait en informatique théorique quand on a un problème comme ça, qu'on ne sait pas quoi faire? On utilise des arbres. Je vais passer ça. On fait des arbres comme ça, avec beaucoup de feuilles, donc un nombre exponentiel de feuilles et une racine. Et la racine de l'arbre sera notre clé publique, et les clés tout en bas sera notre clé privée. Et quand on utilisera une clé privée en bas, donc celle qui est tout en bas, K1 par exemple, on va démontrer qu'on peut la connecter à la clé publique qui est tout en haut, en donnant les valeurs intermédiaires. Et ensuite, on l'oubliera et on utilisera la suivante. Donc en stockant juste une valeur, la valeur qui est tout en haut, donc elle est plus grosse, pas parce qu'en taille elle est plus grande, mais juste parce qu'il y a plus de choses à écrire. En stockant juste la racine de l'arbre, ça nous permet
d'assurer l'intégrité de plein de clés qui y a en dessous. Voilà. Enfin, c'est le principe des arbres tel que c'est utilisé dans les Merkle trees aussi. Donc Sphinx, que j'ai présenté avant, c'est juste ça, mais puissance 10. C'est des arbres d'arbres, c'est ce qu'on appelle des hypertrees. Donc des arbres dans lesquels il y a des arbres et dans lesquels on fait des choses bizarres. Et enfin, pour terminer, pour dire c'est bien beau la théorie, mais en pratique, est-ce que c'est rapide? Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Et c'est pas si lent que ça. Les trucs avec les hashes, c'est pas super utilisable parce que la clé publique est fait peut-être 10 kilobytes, la signature 20 kilobytes. Mais ceux qui sont basés sur les lattice, c'est relativement rapide. Si vous regardez, donc là en vert, on a des trucs basés sur isogénie, donc on peut oublier, ben, vous savez qu'il est pété. Mais ceux en violet, bah, si on compare à ECDH, donc qui est le standard elliptic curve Diffie-Hellman, on voit que c'est pas beaucoup plus lent, enfin c'est pas des ordres de grandeur plus lents. Et pour les signatures en dessous, bah, c'est presque mieux que CDSA. La signature est un peu plus grande, mais pour vérifier et pour signer, c'est presque plus rapide. Donc c'est pas inutilisable, c'est pas juste des académiques qui font les trucs juste pour faire des papiers. Enfin, en tout cas pas cette fois. Donc c'est pas que des papiers, il y a aussi du code. Alors, warning, attention avec le code d'académiques. Hier, j'essaie de compiler du code. Attention. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que apparemment ça buildait juste sur la machine de la personne qui l'a fait, avec sa version du compiler, avec sa version de la toolchain. Donc il y a des gens qui essaient de faire du code qui serait plus utilisable, plus production ready. Il y a quelques projets, PQ Clean, Lib Open Quantum Safe, qui sont utilisés dans des forks d'OpenSSL. PQ M4, donc si vous utilisez des Cortex ARM M4, les M3 aussi, il y a une librairie pour ça. Certains vendeurs cloud, donc Amazon a déjà une option post-quantum pour ses connexions TLS, pour son KMS, les autres ont aussi certaines choses. Donc voilà, plus beaucoup de temps, mais on a fait des articles sur Internet la semaine passée qui détaillent tout ça, qui présentent un petit peu toutes les options, vraiment, enfin on essaie d'être très fact-based, qui décrivent ce que certains fournisseurs fournissent ou pas. Donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, et puis n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions, je serai là toute la journée. Et ben merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Pour la présentation. Tu as parlé d'OpenSSH avec des débuts de prise d'Al post-quantum. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets sécurité, de protocoles sécurité qui ont des implémentations qui commencent à arriver? Alors, il y a des Internet Draft pour TLS. Donc, Internet Draft, c'est ce qui arrive avant RFC, qui ne sont pas encore approuvés. Pour IPsec, je ne sais pas. Pour WireGuard, je n'ai pas trop le droit de dire. Pour WireGuard, il y a un hack. D'ailleurs, il y a le VPN Mulvad qui utilise. Il y a une petite astuce avec la pre-shared key. Mais à mon avis, on va juste attendre la fin du processus de standardisation pour avoir des briques de base sur lesquelles de baser avant de vraiment standardiser des versions post-quantum. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé d'algorithmes qui peuvent être résolus efficacement par un quantum computer. Ma question, elle concerne les algorithmes de génération de nombres aléatoires sécurisés, qui reposent par exemple sur le problème de résiduosité quadratique. Est-ce que les ordinateurs quantiques seraient plus efficaces pour... Est-ce qu'il existe des algorithmes qui peuvent... Alors pour ce générateur, le Bloom Shub, la mauvaise nouvelle, c'est que oui, ce serait cassé par le quantum computer, mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne l'utilise en pratique. Donc, pas trop d'impact. Merci. Oui, j'ai une petite question, c'est est-ce que les algorithmes post-quantiques, ils sont automatiquement résistants aux attaques classiques, enfin du coup avec un ordinateur classique, ou ils doivent le prendre en compte dans la recherche? Alors ouais, très, très bonne question.
Alors, oui, parce qu'un ordinateur quantique peut tout faire ce qu'un ordinateur classique peut faire. En revanche, il y a eu des cas où des gens ont designé des nouveaux trucs prétendument post-quantum, mais qui sont faits peut-être de façon classique. Et il y a un deuxième risque, c'est le risque d'implémentation, parce que l'algo c'est une chose, mais la sécurité du code c'en est une autre. Et on a beaucoup moins d'expérience et de connaissances sur la fiabilité du code post-quantum, notamment contre les side channels, donc timing attack et autres. Et en pratique, pour un petit peu hedge ce risque, ce qui est en train d'être fait, ce qu'on appelle les schémas hybrides, où en gros, tu mélanges un classique, donc type elliptic curve, et un post-quantum, et le tout est secure dans la mesure où au moins un des deux est secure, dont son implémentation. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une grosse différence en termes de qubits pour casser une clé, par exemple 4096, plutôt que du 2048? Alors là, c'est juste linéaire, donc ce serait peut-être voilà, juste un facteur 2. Ok, Mais ça marche, merci. Pas d'autres questions? Eh ben, merci encore. merci à vous tous.